Imaginez un jeu où vous pouvez presque jamais perdre. À chaque fois que vous jouez à pile ou face, si c'est pile, vous gagnez beaucoup, et si c'est face, vous ne perdez presque rien. Là, normalement, le cerveau se met sur la défensive et vous vous dites « elle est où l'arnaque ?» Surtout quand on parle de ce genre de sujet sur une chaîne de bourse et d'investissement. Et dans le fond, vous avez raison d'être méfiant. Mais laissez-moi quand même quelques minutes pour développer ce concept et à vous par la suite de juger. Ce concept, Monish Pabrai, un très bon investisseur sur lequel j'ai déjà fait plusieurs vidéos, l'applique dans ses investissements depuis plus de 3 décennies et c'est vraiment le socle de sa stratégie. Il appelle ça « pile je gagne, face je perds pas beaucoup ». Et cette stratégie repose sur une idée très simple mais ultra puissante en business, en bourse ou dans tout ce qu'on veut entreprendre en matière d'investissement. L'obsession doit être avant tout de réduire le risque de perte au lieu de chercher à maximiser le gain. Et Pabrai est allé encore plus loin qu'une phrase bateau du genre « pile je gagne, face je perds pas ». Il a développé ce concept dans un excellent livre qui s'appelle The Dando Investor. Malheureusement, il n'est pas disponible en français. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler de 2 exemples concrets de cette stratégie tirée justement de ces livres. Et je vous donnerai par la suite rapidement un 3e exemple d'un gérant français qui applique la même philosophie pour vous prouver que 1. Cette logique marche sur tous les marchés mondiaux et 2. Qu'elle est facilement applicable à chaque investisseur parce que elle repose avant tout sur du bon sens. La première histoire incroyable du livre de Pabrai est celle des Patel, une communauté d'immigrants qui ont construit littéralement un empire hôtelier aux États-Unis. Mais revenons aux origines de l'histoire. Les Patel sont une communauté d'Indiens originaires du Gujarat. À l'Est, ils étaient très pauvres et sont allés chercher des opportunités en Afrique et notamment en Ouganda. Et là-bas, ils ont commencé à entreprendre et gagner tellement d'argent qu'ils ont fini par contrôler des pans entiers de l'économie. Et ça a créé une frustration chez beaucoup d'Ougandais au point où un dictateur du nom d'Idi Amin a surfé sur cette frustration et a décidé de tout nationaliser, tout leur patrimoine. Et comme c'était pas assez, il les a carrément expulsés du pays. Bref, beaucoup de Patel sont partis aux États-Unis avec vraiment le peu qui leur restait. Certains avaient 5 000 à 10 000 dollars en poche, c'est tout. Et une fois sur place, il fallait survivre et concrètement loger la famille avant tout et ensuite tout reconstruire en partant littéralement de zéro. Et rapidement, ils ont trouvé un terrain de jeu idéal. Les petits motels à bas prix, vous savez, ceux qu'on voit dans les films américains. Alors, pourquoi les motels précisément ? Eh bien, l'opportunité était à la fois belle et naturelle. Déjà, la plupart des motels étaient dans un état déplorable et souvent dans des zones peu attractives, ce qui faisait que leur prix de vente était accessible avec très peu de capital et en plus, comme c'est de l'immobilier, ils pouvaient les acheter essentiellement à crédit, sans vraiment de capital. De toute façon, ils n'avaient pas de capital. Ensuite, il y a un deuxième énorme avantage. Ils pouvaient loger la famille sur place. Donc d'une pierre deux coups. Commencer un business tout en vivant directement sur place avec femme et enfants et avoir un toit sur la tête. Il y a une 3e raison aussi. C'est que la main-d'œuvre est un coût important dans la gestion d'un hôtel. Et ça tombe bien, comme la famille est déjà sur place, tout le monde va aider et s'y mettre. Le conjoint, les enfants, la grand-mère, tout le monde s'y met et ça offre une main-d'œuvre quasiment gratuite et flexible et qui compte pas ses heures. Donc la stratégie était très simple. On minimise les risques de faillite en réduisant au maximum les coûts. Et comme ils avaient les coûts les moins élevés possibles et imaginables, ils pouvaient facturer la chambre au prix le plus bas de la région et remplir leur motel avant les autres. Même dans le cas extrême où s'il n'y avait qu'une seule chambre louée dans le quartier, ça sera la leur parce qu'elle est la moins chère du quartier. Et c'est comme ça qu'ils ont poussé un à un tous les concurrents à la faillite. Personne ne pouvait faire tourner un motel avec ce genre de prix bas, sauf les Patel, parce qu'ils n'avaient réellement qu'une seule dépense importante, le remboursement du crédit, c'est tout. Et on voit ici cette logique de pile je gagne, face je ne perds pas beaucoup. Au pire des cas, ils avaient un toit sur la tête, et tant que le crédit est payé, ils pouvaient survivre. Par contre, si le motel marchait bien, les gains étaient énormes parce qu'ils n'avaient quasiment pas de charges. Et c'est comme ça qu'ils ont remboursé rapidement le premier crédit, puis racheté un deuxième motel et mettre le fils aîné pour le gérer, puis un troisième en mettant pareil un autre Patel à gérer ce motel, et ainsi de suite. Et avec un capital de départ d'à peine 20 000 dollars, en 1999, c'est-à-dire une trentaine d'années plus tard, la communauté contrôlait plus de 50% des motels low cost du pays. Et là, on parle de 22 000 motels d'une valeur totale de près de 40 milliards de dollars. Et aujourd'hui encore d'ailleurs, même si certains Patels se sont attaqués à des hôtels plus haut de gamme,
des milliers de motels aux États-Unis sont encore détenus par des familles Patel. Et encore une fois, leur succès repose sur cette idée simple, minimiser les pertes tout en maximisant les gains. Ils ne sont pas allés aux États-Unis avec un business plan détaillé sur 30 ans. Ils ont cherché à réduire le risque avant tout en compressant au maximum les coûts, comme personne ne l'avait fait auparavant. Et le gain est venu naturellement. Réduire les coûts, et donc le risque de perte, était tout simplement une question vitale. Sinon, c'était la rue. Et au final, ils n'ont pas fait que survivre, ils ont prospéré. Le deuxième exemple du livre The Dhandho Investor, toujours, est un investissement en bourse, donc ça devrait plus vous parler. C'est Frontline et c'est un investissement de Monish Pabrai lui-même. Alors, Frontline, c'est une entreprise spécialisée dans le transport de pétrole brut, c'est-à-dire qu'elle possède des pétroliers qu'elle loue à la journée pour transporter du pétrole d'un pays à un autre. En 2002, l'industrie traversait une période très difficile. Les prix à la location à la journée de ces pétroliers avaient chuté à quelques $6 000 par jour. À ce tarif, beaucoup d'entreprises de transport ne pouvaient plus rentrer dans leurs frais et perdaient de l'argent. Frontline, c'était l'une des plus grandes entreprises du secteur et son cours de bourse avait lui aussi chuté jusqu'à $5,90 par action. Mais Pabrai, au lieu de paniquer comme certains investisseurs, y a vu une opportunité. Pourquoi ? Parce qu'il a estimé que la valeur de liquidation de l'entreprise, c'est-à-dire la valeur que l'on aura si on vendait tous les actifs de Frontline, les bateaux, l'immobilier, tout, était d'environ 11 à $12 par action. Et l'action cotait moitié moins cher. Et en plus, les prix de location à la journée des pétroliers étaient à un niveau extrêmement bas, qui fait que, de toute façon, si ça continue, ça va pousser les concurrents les plus fragiles à la faillite. Donc, réduire l'offre de pétroliers disponible à la location et donc assainir le marché. Et mécaniquement, si on assainit le marché, il y aura un rééquilibrage entre l'offre et la demande et ça fera augmenter les prix de la location. Donc, en clair, si la boîte fait faillite, le pire des scénarios, Pabrai devrait théoriquement retrouver ses billes. La valeur à la casse de la boîte est 2 fois plus élevée que le cours de bourse à l'époque. Ça laisse donc une belle marge de sécurité assez confortable. Par contre, si elle ne fait pas faillite, les prix de location devront mécaniquement augmenter, l'entreprise gagnera de l'argent et Pabrai aussi. Vous voyez la mécanique, pile Monish Pabrai gagne, face il perd pas ou il perd pas beaucoup. Et en fait, c'est passé assez rapidement, certainement avec beaucoup de chance. Fin 2002, un retournement inattendu du marché a eu lieu. La demande en Asie a augmenté fortement et de l'autre côté, l'offre était devenue limitée. Ce qui a fait que les tarifs de location sont passés de $6 000 par jour, rappelez-vous, à $80 000. Et en 2003, Frontline a gagné près de $500 millions en bénéfices nets alors qu'elle perdait 50 millions l'année d'avant. Et ses actions sont passées de $5,90 à $25 en à peine un an. Et en plus de cette plus-value sur l'action, Frontline a commencé à distribuer beaucoup de dividendes à ses actionnaires. Une autre situation de pile je gagne face je perds pas. Pabrai n'a pas acheté en pensant à combien il va gagner. Son raisonnement était basé sur combien je pourrais perdre au pire des scénarios. Et si ce scénario est satisfaisant, alors tout le reste, toutes les autres possibilités devraient être positives. Troisième et dernier exemple, celui-ci est encore plus parlant pour tous, c'est un exemple français. C'est la stratégie de William Higgins, l'un des gérants de fonds le plus performant en France, qui est basée sur une philosophie très similaire à celle de Pabrai. Higgins, j'ai d'ailleurs fait une interview live récemment avec lui, est convaincu d'une seule chose en bourse. On ne peut pas prévoir l'avenir. Et ça, il a dit dans l'interview, et en plus, on en a pas mal discuté par la suite en privé. Sauf qu'en bourse, c'est un peu embêtant parce que les actions montent, parce que les bénéfices augmentent. Donc, il faut acheter des bénéfices qui augmentent. Mais on ne sait pas prévoir l'avenir. Donc, comment résoudre ce problème ? Eh bien, pour William Higgins, il faut acheter le meilleur rapport qualité-prix de la bourse. Concrètement, il va sélectionner un groupe d'entreprises qui a une rentabilité plus élevée que la moyenne. C'est comme ça qu'il identifie la qualité. Qualité, c'est une forte rentabilité. Et de ce groupe, il va acheter les entreprises les moins chères. Donc là, on a la partie prix. Et il a le meilleur ratio qualité-prix. Il sait que dans ce groupe, certaines boîtes vont décevoir et d'autres vont surprendre agréablement. Il ne sait pas lesquelles. Mais comme il a choisi des entreprises très rentables, le risque de perte est malgré tout faible. Parce qu'une entreprise très rentable a un double avantage. Et ils sont énormes. Comme elle génère beaucoup de cash, généralement, elle n'a pas de dette ou très peu. Et franchement, c'est très difficile de faire faillite quand on est très rentable et on n'a pas de dette. Le deuxième avantage,
c'est qu'une entreprise très rentable a les moyens de faire de la croissance et donc voir ses bénéfices augmenter et ses actions aussi. Elle peut tester plein de produits et se planter jusqu'à trouver le bon. Elle génère aussi beaucoup de cash, donc elle peut se le permettre. Elle peut aussi faire des acquisitions. Bref, une entreprise très rentable est une entreprise qui a les moyens financiers pour faire de la croissance, tôt ou tard. Et si en plus, on ne l'achète pas cher, alors on est dans l'équation pile on gagne, face on perd pas beaucoup. Parce que d'un côté, la faible valorisation protège contre le pire des scénarios, et de l'autre côté, la forte rentabilité augmente les chances de gain. Et comme en plus, c'est fait dans un portefeuille intelligemment diversifié, le risque de perte est encore plus dilué. Pile il gagne, face il perd pas beaucoup. Ce ne sont pas des paroles en l'air, mais un processus d'investissement mûrement réfléchi et qui a fait ses preuves sur plus de 30 ans. Et pour protéger cette forte rentabilité et donc la qualité, il faudrait idéalement avoir un avantage concurrentiel. Et ça tombe bien, si vous voulez aller encore plus loin dans cette logique, vous pouvez télécharger une liste avec 65 entreprises très rentables et qui ont des avantages concurrentiels. Donc c'est un bon point de départ. Le lien du fichier est juste en dessous de cette vidéo. Et si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez être notifié des prochaines, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Merci d'être resté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.